Mes chers amis, tout d'abord, on remercie les organisateurs parce que c'est la première fois où on parle d'un sujet qui n'a pas attrait à la science, à la médecine. Il a attrait à améliorer notre situation, nous autres généralistes. Si on parle des difficultés que rencontre le médecin généraliste depuis son ouverture jusqu'à sa mort, il est monotone. Alors, par gentillesse peut-être, ou par... on nous a donné une place, la place du médecin généraliste dans la réforme du système sanitaire au Maroc. Et pour étudier ce phénomène-là, on a monsieur le professeur Fakir et le docteur Cheb. Comment? Et le docteur Cheb. Alors, on a 45 minutes. On nous a donné la parole, mais elle est limitée. Et on a 45 minutes, donc 15-15. Et puis, on a 20-20. Et on laisse la salle parce que c'est un sujet très important qui a attrait à l'avenir du praticien. Et puis, nous autres, on a l'habitude d'attendre. Chaque fois qu'on parle du médecin généraliste, ils nous disent c'est la pierre angulaire de la médecine. Donc, je donne la parole. Vous voulez commencer, M. Fakir? Oui. Merci, Oustad. À mon tour de vous remercier, doublement, d'abord pour la richesse des thèmes, parce que j'ai vu un programme bien étoffé, mais aussi pour votre engagement qui a toujours été là. Vous êtes toujours présent et en masse intéressé. Et deuxième des choses, je suis heureux que vous ayez intégré dans votre programme autre chose que de la vraie médecine, dans le sens pathologie, maladie, etc. On peut voir. Je pense que ça sera un thème à débattre. Je souhaite qu'il y aurait d'autres thèmes, la vie sociale du médecin, l'investissement, la couverture médicale, et j'en passe. Je pense que là, on parlera de la réforme du système de santé avec au cœur la pierre angulaire. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je passe la parole d'abord à Oustad Cheb qui va présenter et je prends la présentation juste après. Merci beaucoup, cher ami. Je suis très ravi aujourd'hui de présenter devant vous un sujet d'une extrême importance, un sujet d'actualité, à savoir... Alors je passe. Voilà. Non. Voilà. Alors, un sujet d'une extrême importance, à savoir le médecin de famille dans le parcours coordonné obligatoire, je l'ai mis en rouge, obligatoire des soins. Alors, en guise d'introduction, voilà. La médecine de famille, comme vous le savez, c'est une formation médicale assez particulière. Elle nécessite une formation postdoctorale entre 6 à 12 mois dans le cadre de la formation médicale continue. Elle touche pratiquement toutes les spécialités. Mais malheureusement, elle est très peu développée dans notre pays. Et pour qu'elle soit bien incrustée dans notre système de santé, il va falloir amender et pratiquer certaines lois que vous connaissez très très bien, à savoir la loi 6500 qui est relative à l'assurance maladie obligatoire, la loi 1598 relative à l'assurance maladie des indépendants, la loi 1599 aux professionnels non salariés, la loi 0212 à la protection sociale, et enfin, la loi la plus importante, c'est celle du 0934 du système de santé qui parle justement, dans son article 16, des filières du niveau de soins organisés à partir des médecins généralistes pour le secteur privé et des services de soins de santé de base pour le secteur public.
Il existe également des réseaux coordonnés de soins. Ceci a été dit hier, si vous étiez là hier, par le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, le secrétaire général, ça a été dit, je ne fais que reprendre, et l'article 29 qui, lui, parle de l'investissement du secteur privé dans le secteur étatique à condition de se respecter un cahier de charte. Alors, comme vous le savez, la coordination entre la sensibilité et la voie éthique est le commencement d'un langage réfléchi et maîtrisé. Voilà. Alors, la vraie réforme de santé, en fait, ne peut avoir lieu que si tous les systèmes qui gouvernent se réforment en même temps. On parle de réformer le système de santé, c'est comme si c'était une entité isolée, alors qu'elle fait partie de beaucoup de structures étatiques. Il faut développer en même temps la santé, l'éducation, l'emploi, la culture, l'économie de marché, les finances publiques, et j'en cite. Tout ceci doit démarrer en même temps si on veut que le système de santé soit réformé réellement. Alors, je me suis permis de vous présenter deux ouvrages. Le premier que j'avais édité en février 2015, qui s'appelle « Le secret de la médecine anti-âge ». Et c'est à partir de ce livre que je me suis inspiré pour écrire un autre livre qui s'appelle « Les bases de la réforme du système de santé au Maroc ». Et notamment dans la page 88, j'avais décrit le parcours coordonné des soins. Ce livre était paru en juin 2021. Dans ce livre, j'avais décrit que le système de santé fonctionne exactement comme la glande pinéale, qui est le chef d'orchestre de toutes les hormones qui sécrètent la mélatonine, c'est-à-dire qu'il est responsable de l'état de veille et de sommeil. Si le système de santé dort, tous les systèmes dorment. La Covid en a donné l'épreuve. Voilà, le premier livre que j'avais édité, c'était en février 2015. Il a été repris par Amazon et traduit en anglais, est paru dans 3000 librairies dans le monde et chez 2 milliards d'internautes. Voici le deuxième livre, Les bases de la réforme du système de santé au Maroc. C'est un livre que j'avais remis en main propre à M. Aziz Akhnouch, le chef du gouvernement actuel au Maroc. Alors, voici le rétro de ce livre. En fait, le constat. Vu le vieillissement de la population et l'accroissement des maladies dégénératives, les affections de longue durée, la pandémie du Covid-19, tout ceci a donné lieu à un accès aux soins à toute la population avec égalité. Il ne faut pas qu'il y ait de médecine à double vitesse, l'une pour les pauvres et l'autre pour les riches. Pas de diaspora entre la médecine publique et celle du privé. Et enfin, il faut qu'il y ait une certaine efficience dans le travail et la rigueur. Voici le type de réseau que le médecin de famille connaît parfaitement. Il sait très bien orienter le malade là où il voit qu'il est nécessaire. De son domicile, les soins ambulatoires, les soins à domicile, les hôpitaux d'urgence, l'unité de soins de longue durée, les structures de soins de suivi et de réadaptation. Le médecin de famille connaît parfaitement ce réseau. Voilà. Alors, le réseau IFIDER, c'est quoi? Pour définir un petit peu ce que c'est. C'est un partage d'informations autour d'un patient en fonction des ressources disponibles sur un territoire donné. C'est un travail en harmonie entre les différents professionnels de santé. Alors, je me suis permis de vous présenter une comparaison entre les différents types de systèmes de santé dans le monde, en particulier en Europe. En Allemagne, vous voyez que le financement de la santé se fait par la cotisation du système d'assurance, le lieu d'exercice, c'est le médecin de famille, l'accès, c'est le libre de choix entre médecins généralistes et spécialistes. Les hôpitaux sont à 53% du public, 8% du privé et les ONG, 39%. En Angleterre, le financement de la santé se fait par les impôts. Le lieu d'exercice, ce sont les cabinets du groupe. L'accès, c'est universel et gratuit. Et les hôpitaux sont publics. En Suède, le financement des impôts se fait par... Le financement de la santé se fait par les impôts. Le lieu d'exercice, c'est le médecin de famille. L'accès, c'est public et les hôpitaux sont publics. L'Espagne, le système de santé se fait par la cotisation sociale et les assurances. Le lieu d'exercice, c'est le médecin de famille. L'accès et le libre choix de tous les professionnels de la santé. Et les hôpitaux sont à 43% publics et 57% privés. Alors, dans les Pays-Bas, même chose,
Le financement de la santé se fait par l'État, les assurances privées, le lieu d'exercice, c'est le médecin de famille, cabinet de groupe, l'accès, c'est le régime universel, marché concurrentiel, et au Canada, c'est le système le plus important. Le financement de la santé se fait par les impôts et les taxes. Le lieu d'exercice, c'est le libre choix du médecin traitant à sa charge si le patient le souhaite. Et l'accès est public ou privé et les prestations sont gratuites. En Belgique, enfin, le système de santé se fait par les impôts et la cotisation. Le lieu d'exercice, c'est les hôpitaux privés. Et enfin, nous avons l'accès au libre choix du médecin de famille ou médecin de mutualité. Voilà. Ça, c'est une comparaison. J'ai laissé le système français, parce que le système français, c'est un système que connaissent tous les Marocains, c'est un pays limitrophe. Tous les Marocains connaissent comment ça se passe en France, en ce qui s'agit de médecins de famille. Le financement de la santé se fait par cotisation sociale obligatoire et par solidarité. L'accès, c'est le libre choix du médecin traitant. Mais l'objectif, lui, c'est de définir la mission du médecin traitant, qui est généralement, c'est le médecin de famille. Il faut le définir dans sa globalité, sa continuité, son accessibilité et son efficacité. Alors, en France, et là je choisis cet exemple parce qu'il est le plus clair et plus simple à comprendre. En France, le patient a le droit de choisir son médecin traitant, soit médecin généraliste ou spécialiste, en ville ou à l'hôpital, mais dans 94% de cas, le médecin généraliste, c'est le médecin de famille. Alors, le patient en France, il peut avoir un accès libre, coordonné, aller chez tout médecin. Il peut avoir un accès direct, on a aux urgences, dans certaines spécialités. Il peut avoir un accès coordonné, en allant son médecin traitant. Et il y a des soins itératifs, ce sont des affections de longue durée, où l'accès itératif peut passer sans passer par le médecin traitant. Sachant que les spécialistes, les hôpitaux et les généralistes ont pour mission la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des malades, ainsi que l'orientation dans le parcours coordonné des soins. Alors, j'ai marqué en bas que l'accès soit coordonné ou direct, il y a obligation du retour au médecin traitant, c'est-à-dire au médecin de famille. J'ai marqué en accolade à droite, à gauche, tout le système français fonctionne avec conventionnement. Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu en détail pour mieux comprendre comment ça se passe en France. Et ça va être la même chose au Maroc, avec quelques différences. Alors, chaque médecin en famille, chaque famille doit choisir son médecin en France qui s'occupe du dossier du médical de chacun de ses membres. C'est le médecin de famille qui peut être en même temps son médecin traitant. Dans 94%, c'est un médecin généraliste. La famille déclare aux organismes de prévoyance sociale et des assurances l'identité de son médecin traitant, de médecin de famille, pour faciliter le parcours coordonné des soins et le remboursement des frais de soins. Mais cependant, si un des membres de famille désire être désigné soigné par un autre médecin, autre que celui de la famille, ce dernier prendra le nom de médecin traitant, qui peut être médecin généraliste ou spécialiste. Alors, qu'en est-il maintenant au remboursement? Maintenant, si le patient respecte le parcours coordonné des soins et passe par son médecin de famille, déclaré aux organismes de prévoyance sociale, il bénéficiera de la gratuité des soins et il suffit de présenter sa carte vitale. Maintenant, s'il préfère un autre médecin non déclaré et il doit payer ses propres soins, son remboursement sera fait ultérieurement par des organismes gestionnaires qui prélèveront les frais de dossier sur la somme versée aux patients concernés. Alors, un petit clin d'œil sur la population marocaine. Tout d'abord, il faut connaître quel est le nombre de la population qui est assurée. Selon le Haut Commissariat au Plan, 2020, la population nous étions à 36 millions d'habitants. Selon l'autorité de contrôle des assurances des prévoyances sociales 2019, 10,2 millions qui sont assurés. Le secteur privé, c'est 67,1%, secteur public, 30,7%, les étudiants, 2,3%. Le nombre de population qui est prévu pour l'an 2022, c'est 22 millions. Ajouté à 10,2, ça va faire à peu près 32 200 000 qui seront assurés
l'année prochaine, 2022, il y aura donc une différence de 4 millions de Marocains qui seront dans le secteur informel et qui seront peut-être assurés d'ici 2025. Voilà. Alors, un petit clin d'œil sur comment ça se passe au Maroc. Donc, au Maroc, nous avons 4 secteurs. Nous avons le secteur public, semi-public, informel et le secteur privé. Le secteur public, le patient peut aller du bas de l'échelle vers le haut de l'échelle, du dispensaire, centre de santé, centre de diagnostic, hôpital provincial, hôpital préfectoral, hôpital régional, CHU. Le patient peut passer directement vers ces différents établissements sans respecter la hiérarchie. Cependant, j'ai marqué en rouge le centre de santé, c'est le pivot. C'est lui qui renvoie la majorité des patients vers les CHU, l'hôpital régional, provincial et préfectoral. Nous avons le secteur semi-public, où les CDSS renvoient les patients vers les polycliniques, le Croissant Rouge marocain vers l'hôpital clinique. Le service de santé des militaires renvoie les patients vers l'inspection générale du travail, les hôpitaux militaires, l'infirmerie de garnison. Dans le secteur informel, le patient se balade malheureusement chez l'herboriste, le vendeur, les pharmacies, les câblates, les quais, les arracheurs de dents, j'en cite. Le secteur privé, lui, vous le connaissez, il est submergé par les cliniques et les cabinets. Sachant que le centre de santé est la plateforme du secteur public, cependant, sa filière n'est pas toujours respectée. Voici malheureusement comment ça se passe au Maroc. Nous avons un parcours désordonné. Et c'est là où le bas blesse. Les patients passent par le secteur informel, les pharmaciens, les hôpitaux publics, les généralistes privés, les spécialistes privés. Il n'y a pas de prise en charge codifiée. Il y a une multiplicité des prestations de soins, formelles et informelles. Il y a un retard de diagnostic. Il y a une surmédicalisation. Il y a une élévation des dépenses inutiles des caisses sociales. C'est pour ça qu'on a des problèmes dans la gestion des caisses de l'État. Dans le privé, le patient peut se balader du bas de l'échelle vers le haut de l'échelle, des centres de santé vers le CHU. Et dans le secteur privé, comme vous voyez, le patient peut partir n'importe où. C'est le médecin généraliste, spécialiste, pharmacien, officine, herboriste, guérisseur, clinique, urgence, radiologie, laboratoire. Bref, en l'absence d'une trajectoire bien définie, c'est le patient qui définit lui-même son parcours. Et c'est ça, être désordonné. Alors, qu'en est-il de la couverture médicale au Maroc? Comme vous le savez, nous avons l'ANAM, l'Agence nationale de l'assurance maladie obligatoire, qui encadre et régule le système d'assurance maladie obligatoire. Elle gère les ressources du régime d'assistance médicale, qui a foiré. Comme vous le savez, le remède n'a pas marché. L'ANAM veille au respect des dispositions des lois régissant la couverture médicale. L'ANAM coiffe CNOPS pour les fonctionnaires, CNSS pour les salariés. Les professions libérales sans salaire, les secteurs informels, 4 millions, nous avons 4 millions qui attendent, et le RAMED qui n'a pas donné satisfaction. Alors, la couverture médicale. Alors, on est toujours dans le système d'assurance. Nous avons les mutuelles, ce sont les phares, les assurances privées qui refusent d'assurer les citoyens au-delà de 70 ans, malheureusement. Et nous avons ça, juste pour savoir, CNOPS et CDSS sont désormais sous la tutelle du ministère des Finances et la couverture médicale dans l'année prochaine sera, pour tous les Marocains, sera assurée par la contribution des affiliés, le budget général d'État, les parataxes et la caisse de compensation. Les 4 axes tracés par le gouvernement, justement, ce sont des axes très importants pour le parcours coordonné des soins et pour le médecin de la famille. Le premier, c'est la valorisation des ressources humaines. Nous avons la loi 32-21 qui a amendé la loi 131-13 qui va autoriser un médecin étranger de venir opérer librement dans notre pays. Nous avons besoin de 57 000 médecins d'ici 2025, mais le gouvernement actuel n'a pas fait d'effort. Il a gardé les 5 500 postes déjà de 2021, il n'a rien fait. L'argentier de notre pays, qui est en même temps le directeur général des impôts et des douanes, a décidé que le médecin de santé publique ne sera plus un fonctionnaire et sera payé à l'acte. Alors, le deuxième axe, c'est la réhabilitation des hôpitaux. C'est le respect obligatoire du parcours de coordonnées de soins à travers des établissements de soins primaires et par les médecins généralistes, c'est-à-dire le médecin de famille. Troisième axe, c'est la bonne gouvernance du système de santé. Enfin, la création du système
d'informatique. Et là, je vous invite tous, médecins généralistes ou spécialistes, et surtout les médecins généralistes, à se familiariser avec le jargon de l'intelligence artificielle. Nous avons le quantified self, c'est-à-dire l'automesure de soi. Nous aurons besoin tous de travailler avec le smartphone et avec ce vocabulaire d'ici quelques mois. C'est une assistance automatique 24 sur 24, 7 sur 7. Ce sont des conversations intégrées munies d'un algorithme capable d'imiter le comportement humain et de répondre aux questions posées, soit en présentiel, soit en ligne. Nous avons le chatbot, c'est-à-dire des questions-réponses robotisées pour tous les assurés. Nous avons le big data, c'est-à-dire toutes les données seront intégrées. Ce système permet d'orienter les patients et prendre des décisions au bon moment. Et nous avons le blockchain, c'est-à-dire accès par les médecins, organismes gestionnaires et les établissements sanitaires à toutes les données de chaque patient avec toute sécurité. Alors, ce qu'on souhaite au Maroc, c'est notre souhait, c'est que le patient doit respecter le parcours coordonné de soins. Il doit passer par son médecin de famille. Et s'il le fait, les organismes gestionnaires seront favorables et le remboursement sera fait. Maintenant, s'il préfère un parcours désordonné, eh bien, les organismes gestionnaires répondront non favorables et il ne sera pas remboursé. Le remboursement sera refusé. Et c'est ça notre souhait. Qu'en est-il maintenant de la carte sanitaire? Quand vous voyez, la région de Casablanca-Stade et Rabat-Salé-Kilitra détiennent la part du lion, à peu près 7 000, 6 000. Pour les médecins généralistes, toujours la part du lion, Casa-Stade, Rabat-Salé-Kilitra. Il y a 19, c'est marqué en vert, il y a 19 médecins qui travaillent comme médecins généralistes alors qu'ils sont des professeurs agrégés. Ils n'ont pas encore régularisé leur situation. Voici donc, j'ai fait sortir ce tableau en disant que, voilà, les médecins généralistes, secteur public et privé, nous avons 2796 dans la région de Casablanca-Stade et Rabat-Salé-Kilitra, 2080. Alors, le nombre de médecins généralistes, c'est 11 434. Dans les deux régions que je viens de citer, Rabat-Salé-Kilitra et Casablanca-Stade, il y a 80% des médecins généralistes, soit 4 880. Vous voyez la disparité. Alors, au Maroc, nous avons malheureusement 8,6 médecins pour 10 000 habitants, alors que l'OMS préconise 23%. J'arrive. Alors, qu'en est-il du budget? Vous savez que le budget marocain, le budget de l'État qui a été voté, c'est 796 milliards de dirhams. Le budget général, c'est de 520. Alors, la différence qui a été ajoutée, c'est 43 milliards de dirhams. Le budget qui a été donné à la santé en 2021, c'était de 23 milliards, soit 6,9% du budget de l'État. Pour 2022, il y a un rajout de 0,55 milliards de dirhams, soit 7,05 du budget de l'État. Alors que l'OMS préconise 11%. Franchement, avec ce rajout de 0,50, est-ce qu'on peut faire une couverture générale pour 32 millions de sang? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors le but, j'arrive. Le but, c'est de réduire les dépenses budgétaires inutiles. Accéder à la mise en place d'un parcours coordonné de soins qui doit être obligatoire. Considérer le médecin généraliste comme le médecin de famille, comme la porte d'entrée du malade dans ce système de santé très important, par le biais des consultations, des traitements, de prévention et enfin d'orientation vers le parcours coordonné de soins. En conclusion, j'arrive. Il est grand temps de réformer notre système de santé en commençant par valoriser la médecine de famille qui est un véritable projet de société et en mettant l'individu au centre de nos préoccupations. Revaloriser la médecine de la famille et à travers elle le médecin généraliste. Et en réalité, ce n'est pas les médecins qui nous manquent, c'est la médecine de famille. Je donne la parole au professeur Fakir. Là, on avance. Là, on recule. Ça marche. Là, c'est le flash. Ça marche. Allez, bon. Merci. Diapo, s'il vous plaît. Encore une fois, donc je me répète, je vous remercie d'avoir choisi ce thème et je souhaite encore une fois qu'il y ait des thèmes parallèles au cours de nos journées scientifiques. On est très enquistés dans la pathologie, les ORL par l'ORL, les radiologues par le radiologue, les gastro par le gastro. Je pense qu'il faut s'ouvrir à d'autres sujets qui intéressent le médecin en général
que ce soit dans le plan de... On a parlé de politique de santé, on parle les couvertures médicales, les assurances, la vie sociale. Il faut s'ouvrir à d'autres choses. Et le financement aussi, on en a parlé. Donc, il ne va pas avoir de redondance entre ce qui a été dit par Dr Chab et moi-même, puisque Dr Chab, j'avais déjà lu son ouvrage. C'est attelé pratiquement à la vraie vie de tous les jours. Moi, je suis dans une vision plutôt politique et transversale. Tout le monde se rappelle de ces images-là. Et ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'un État souverain en matière d'offres de soins et de métiers de santé en général. Et on a vu que quand la santé va mal, tout va mal. On a vu que les meilleurs, les plus grands pays occidentaux avaient les pires décès, les pires problèmes. Et donc finalement, il n'y a pas de politique de santé qu'on peut importer et implémenter au Maroc. Il n'y a pas du plug and play. Il y avait des sociétés qui se sont bien sorties et d'autres non. Donc il va falloir réfléchir à un nouveau modèle et surtout ne pas apporter un modèle qu'on va faire du jour au lendemain. Aussi, pendant le Covid, j'ai eu le temps de lire et les choses qui m'ont surtout beaucoup marqué, c'est ce terme-là. Le rapport sur l'indice du capital humain qui a été publié par la Banque mondiale en septembre 2020, qui attribue au Maroc une note de 0,50. Ce n'est pas la note qui m'intéresse, c'est la conclusion. Il dit « Si les conditions actuelles d'éducation et de santé au Maroc persistent, un enfant né aujourd'hui sera de moitié moins productif qu'il aurait pu l'être si l'État lui avait assuré une bonne éducation et une bonne santé. » Je pense que tout est dit. Et donc, on ne peut pas avoir un pays à l'image de ce qu'on souhaite si l'éducation et la santé ne suivent pas. Heureusement, il y avait un discours de souverain le 9 octobre 2020 qui parlait d'instaurer la généralisation de la couverture médicale. Ce qui m'a inspiré à écrire, en collaboration avec une quinzaine de mes collègues, cet ouvrage qui est la réforme du système de santé. Première des choses, je voudrais d'abord que les gens comprennent la santé. On confond toujours santé et soins. L'OMS, dans la définition de 1946, dit que la santé est un état de bien-être physique, social et mental et ne consiste pas en l'absence de maladie ou d'infirmité. Conclusion, la gestion de la santé ne peut pas être à la charge d'un ministère. Elle est à la charge de l'État. Tandis que les soins, ils sont à la charge du ministère. Et là, on en parlera. Et donc, quand on voit un petit peu le parcours de santé ou les problèmes de santé au Maroc, on se rend compte que finalement, il y a deux grands défis. Ceux qui sont liés aux soins, c'est ce qui était disait par Dr Chab dans le parcours de soins, mais ceux qui sont détenus dans le cadre de système de santé en général. Les défis de notre offre de soins. Alors, on sait tous qu'il y a un énorme problème de ressources humaines, qu'il faut combler ce déficit et veiller à son équité, mais aussi qu'il y a besoin de gérer deux groupes de maladies, parce qu'on dit que le Maroc est jeune, ben dites-vous bien qu'on n'est pas dans les années 60 ni 70. Aujourd'hui, 15% des Marocains ont plus de 65 ans, et ce taux passera à 20 à 25% en 2025, c'est demain. Et pourtant, on a 15 gériatres. Et on continue à produire des gynécologues et des pédiatres comme si on était encore en plein post-indépendance. Donc il va falloir revoir ça. Ensuite, on disait que la maladie qui tue au Maroc, c'est la rubéole, la rougeole, la tuberculose. Ce n'est pas vrai. Actuellement, c'est les maladies chroniques qui sont budgétivores, qui sont lourdes de conséquences. Donc il va falloir revoir tout ça. Et avec tout ça, actuellement, ça a été dit, on est 36 millions d'habitants et on est un peu moins de 28 000 médecins. C'est très peu pour la population. Et parallèlement à ça, on produit très peu de médecins. En 2018, on en a produit 2282, alors qu'on devait préparer quelque chose comme 3000. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il va falloir réfléchir à refondre cette formation. Et là, je mets juste ce qui m'intéresse dans le cas actuel, c'est qu'il va refaire, donc on parlait de pierre angulaire de la médecine générale, mais il va falloir aussi définir le profil du médecin généraliste. Or, le médecin généraliste, c'est quoi? Quand on voit un peu la formation, c'est un agglomérat de formations, d'anapathie, de gynéco, mais il n'y a pas une véritable vision d'un médecin de famille. Et là, il va falloir donc revoir ce profil et lui adapter la formation en conséquence, et pas le contraire. Deuxièmement, le ministre le disait lui-même, on n'a pas pu former beaucoup de médecins parce qu'il n'y a pas de terrain de stage. Mais il va falloir s'ouvrir à d'autres institutions autres que les facultés de médecine classiques. Il y a les facultés privées, il y a des structures libérales, il y a aussi
Le compagnonnage, et on sait très bien que la formation se fait par compagnonnage, il va falloir, dans le cadre de la médecine générale, que les facultés s'ouvrent, un peu comme ça se fait dans d'autres pays, à des cabinets seniors. Et les médecins ne sont pas obligés d'avoir le titre de professeur, mais ils ont un titre beaucoup plus intéressant, ce qu'on appelle des maîtres de stage, parce qu'ils ont du métier, ils ont du recul, et ils vivent, parce que quelqu'un qui se forme à Vicenne ou à Casa, ben, qu'est-ce qu'il va voir? Les maladies rares, etc., qu'il ne verra jamais dans sa vie. Alors que vous savez très bien que la vraie vie se fait dans le cabinet, et ce n'est pas la même pathologie, c'est une autre médecine. Ensuite, il va falloir, une fois pour toutes, opposer les structures publiques, privées, etc. Quand on voit un petit peu Avicenne, on a les larmes aux yeux. Hein, médecine B, chirurgie B, pour ceux qui la connaissent. Il y a 8 professeurs, un est déjà parti à la retraite, les 4 autres partiront dans 3 ans. Il n'y a ni professeur assistant, ni maître assistant, ni assistant. Il y a des services où il n'y a plus rien, et quand ils partiront, je parle l'exemple de la NAPAT, quand ils partiront, il va falloir fermer boutique. Donc, on est vraiment dans un déficit. Au-delà des ressources humaines, il va falloir gérer les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles. Et pour ça, on ne peut pas avoir la même politique d'aujourd'hui. Les maladies transmissibles, vous le savez, c'est des maladies chroniques. On en parlait pour les douleurs, c'est des maladies chroniques, c'est des maladies qui prennent beaucoup de temps médecin, mais beaucoup de budget pour les structures, ce qu'on appelle, ils sont budgétivores. Dans ce cadre-là, il n'y a pas que l'hôpital public, il y a aussi les administrations à but non lucratif et puis les secteurs libéraux. Et tout ça travaille dans le secteur. Ce qui est important, c'est qu'on est encore en train d'opposer public et privé. Je vous fais juste savoir, on parle de médecine générale, il y a pratiquement 5700 et quelques, 5200 qui sont dans le privé versus 3800. Alors que c'est le pilier des soins au Maroc. Je parle aussi de la pédiatrie et la gynécologie, qui sont des secteurs clés dans la santé, vu la politique de santé au Maroc. Mais dans ce cas, que vous voyez, c'est que finalement, il y a beaucoup plus, pratiquement les 2 tiers sont dans le privé et un tiers dans le public. Mieux que ça, quand on voit un peu les structures et l'installation, pratiquement la radiologie, je parle la radiothérapie et j'en passe, pratiquement 70 à 80% sont dans les privés. Et tout ça, avec tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a une production dans les hôpitaux qui n'est pas à la norme. Je vous informe que même si on est quelque part 50-50 public-privé, ben, le secteur privé produit entre 70 et 85% de l'offre de soins. Et ça, c'est des chiffres. Okay, on prend un exemple. Je vais prendre l'exemple ça c'était l'exemple des hôpitaux au Maroc publics. Je prends l'exemple de la radiologie que je connais parfaitement bien. L'IRM, Blimlal, ils ont une IRM en 2019. Combien ils ont produit de malades? 0 malade en une année. La région de Tanger, Hussima, qui constitue un énorme potentiel en matière de pathologie cancéreuse, notamment du sein. Ils sont 6 radiologues, ils ont 6 mammographes, ils en ont produit toute l'année 0 mammographie. Donc encore une fois, ce n'est pas un problème de budget. On ne vient pas nous dire qu'on va acheter des scanners et des IRM, ce n'est pas ça. Donc c'est une vision qu'il va falloir refaire. Alors j'ai le même souci que madame... Oui, alors ensuite, je vous passe ça, hein, ça c'est à l'hôpital. J'ai vu la situation pratiquement de l'hôpital à Vicenne. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont hospitalisés 42 jours et la plupart c'était en attente d'examen. Et quand on voit ça, c'est parce qu'il fallait prendre le temps de faire un examen. 42 jours, si on veut le calculer, ce que ça coûte à l'État d'avoir un lit, d'avoir un infirmier, d'avoir la famille, d'avoir un parent de famille qui ne suit pas ses enfants, etc., le coût social n'est pas calculé. Il va falloir voir ça pour revoir un petit peu. Et tout ça pour vous dire que finalement, dans la nouvelle politique, alors le paradoxe de notre politique de santé, c'est que toute la politique de santé se fait vers le secteur public. Alors, en faisant ça, qu'est-ce qu'il y a? L'État passe à côté du concours de 13 000 médecins.
de 359 cliniques, et j'en passe. C'est-à-dire que la politique de santé au Maroc ne doit plus être sur le secteur public, mais il va falloir réorganiser pour que le centre de la prise en charge soit le patient, et ensuite avec un parcours de soins, ça a été dit par Dr Chab, et c'est ce qu'il va falloir faire entre un aller. Donc finalement, notre défi n'est pas un défi financier pur, c'est un défi de politique, de nouvelles politiques. Alors il va falloir définir des parcours de soins adaptés, préétablis, tenant compte des ressources humaines et des moyens techniques disponibles localement, en mettant le médecin de famille au centre de la prise en charge. Ça, c'est fondamental. Il va falloir lui assurer une formation médicale de qualité et pas celle dictée par les industries pharmaceutiques. C'est deux choses différentes. Parce que là, je ne pense pas qu'il y a une industrie pharmaceutique qui va financer un thème, ou si vous voulez parler de l'obésité au milieu scolaire. Je ne connais aucune structure qui va le payer. Si vous parlez de tabagisme passif, personne ne va le payer. Et pourtant, c'est les deux thèmes qui posent problème actuellement chez les enfants. Pourtant, on aura toujours des gens qui vont pour le diabète. Et pourquoi? Parce qu'il y a de l'industrie. Et ensuite, ça a été dit par rapport à l'informatique, il va falloir intégrer la télémédecine dans l'offre de soins. La télémédecine, c'est aussi le savoir, ce n'est pas uniquement le traitement, mais c'est aussi la possibilité d'avoir des avis. Je ne pense pas qu'on puisse avoir des gens de très grandes compétences un peu partout au Maroc, compte tenu du nombre. Il y a des gens qui sont experts, auxquels on peut faire appel. J'ai toujours le problème de la diapo là. Voilà. Faire appel, et ça, c'est l'intérêt de la télémédecine. Ma vision de la politique se passe autour de ces quatre choses. C'est ce qu'on appelle la haute autorité nationale de santé. On n'a pas d'autorité de santé. On a un ministère qui est à la fois juge et partie. Là, on voit l'exemple du Covid. Il y a 12 ou 14 personnes qui sont le comité Covid. Si demain on a la diarrhée, il va falloir chercher des gens pour la diarrhée. Si on a la cataracte, il faut aller chercher la cataracte, etc. Or, il y a un conflit d'intérêts. Comme en France, il y a la HAS, comme d'autres pays, il faut qu'il y ait une haute autorité dont le métier, c'est de produire des référentiels thérapeutiques. Au Maroc, c'est comme ça qu'on traite les angines, c'est comme ça qu'on traite les varices, pas autrement. Et on est indépendant. Cette autorité doit être indépendante de l'industrie pharmaceutique et du ministère de la Santé. Alors là, le ministère de la Santé fait tout. Ce n'est pas critique, hein, je suis en train d'analyser. Ensuite, il faut qu'il y ait une agence de la santé digitale. Pardon, il faut qu'il y ait une instance de l'agence digitale, je reviendrai. Alors quel est l'intérêt de cette création d'une haute autorité nationale? C'est la rigueur et l'impartialité. C'est important. Et il ne faut pas que l'ANAM, encore une fois, qui est régulé, mais il est actuellement sous tutelle du ministère des Finances. Il y a un problème. Donc il va falloir ne plus gérer le côté médical. Elle peut gérer les assurances comme un portefeuille clientèle pour la banque ou pour l'assurance, oui, mais pas la médecine. Donc il va falloir réfléchir sur ça. Et le ré à charge, ce que je disais tout à l'heure, c'est d'établir les normes de qualité, de rigueur, d'efficience, d'équité et surtout d'indépendance. Les missions, c'est les recommandations, les référentiels, mais aussi les certifications. Qui dit qu'un hôpital à Ben Guerir est le même qu'un hôpital à Casa, qu'à Tanger, etc. Ce n'est pas la même chose. Vous savez très bien qu'il y a des cliniques où il y a un scanner, une IRM, de la chirurgie à cœur ouvert, la lithotripsie, la radiothérapie, et puis d'autres structures qui sont adaptées à leur environnement, où il y a un médecin de famille, un gynécologue et une sage-femme. Et pourtant, la prise en charge est la même. Pourquoi? Est-ce qu'on a le droit d'opérer un collant dans cette clinique? La loi, oui. Pourquoi? Parce que quand vous avez un anesthésiste, un réanimateur, ou alors une pathologie neurologique, la loi ne dit rien. Sauf que quand le malade se complique, il n'y a pas la réanimation qui va avec, il n'y a pas l'imagerie qui va avec, etc. Donc il va falloir réfléchir sur ce référentiel pour catégoriser un petit peu. On comprend très bien que les hôtels sont 3 étoiles, 5 étoiles, mais toutes les cliniques se ressemblent, ce qui n'est pas normal. Bon, l'évaluation, je l'ai dit tout à l'heure, je passe à la deuxième. Il y a un véritable problème de... Je suis désolé. Voilà. Donc finalement, quel est l'intérêt de tout ça? Il faut, avant de parler de politique de santé, il va falloir réfléchir au parcours de soins. Le parcours de soins ne peut pas être réfléchi si on ne met pas le médecin de famille au centre. C'est juste impensable d'avoir un patient qui va de la douleur au spécialiste, il revient, il passe le temps des spécialistes. Alors que le médecin de famille, l'intérêt c'est d'abord de connaître son patient, connaître sa famille, c'est déjà beaucoup quand on connaît les antécédents du patient, c'est 50% du diagnostic, mais surtout assurer un suivi. Parce que quand on part voir un spécialiste, quand on n'a plus mal aux oreilles, ce n'est plus son problème.
Hein, c'est un problème de tout. Il faut aller voir un pneumo. Il faut toujours qu'il y ait un retour. Mais dans tout ça, si on ne fait pas, réhabilite pas les structures de base, si on n'intègre pas la qualité des soins, ça veut dire de la haute autorité, pour que tout le monde pose le même diagnostic, tout le monde traite de la même façon, il va falloir optimiser ça et surtout intégrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, la télémédecine, mais j'ai intégré aussi le digital. C'est pas normal d'avoir des patients qui sont opérés de l'appendice jusqu'au pubis et on ne sait pas pourquoi. Il faut qu'il y ait un cahier médical. Un cahier médical, c'est qu'il faut qu'il y ait un dossier patient informatisé. Et quand vous êtes à Salé ou à Ben Guerir et vous avez besoin d'un avis d'un des référents professeurs ou quelqu'un qui fait la pathologie, vous pouvez lui envoyer le dossier. Et finalement, c'est le dossier qui voyage, mais pas le patient. Et le patient aura un diagnostic tout en restant chez lui, et ça sera bénéfique pour le médecin, parce que c'est de la formation médicale qui va être transférée, mais aussi c'est bénéfique pour le patient. Et on ne fera partager le patient que pour un geste diagnostique ou thérapeutique. C'est quand même bizarre qu'un malade fait 400-500 km pour avoir un avis oral qu'on peut avoir autrement. Alors, je suis désolé, Voilà. L'agence de la réglementation, on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de gendarme dans la médecine. Vous avez le ministère de la Santé ou le Conseil de l'Ordre. Dès qu'on a l'autorisation, vous êtes libre jusqu'à la mort. On ne vous pose aucun souci. On ne connaît même pas votre valeur scientifique parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir des crédits, etc. Il y a donc un problème. Donc cette mission de l'agence, c'est pour réguler un petit peu qui fait quoi, toujours dans le cadre sanitaire, ça a été dit. La santé digitale, on l'a dit parce qu'on commence à parler de télémédecine, mais la télémédecine, il faut la comprendre et surtout intégrer l'intelligence artificielle. C'est quoi finalement? C'est intéressant pour la médecine dans le monde, mais surtout au Maroc. Et on ne peut pas, encore une fois, faire du plug and play, c'est-à-dire aller acheter de l'intelligence artificielle chez les Chinois, chez les Japonais ou chez les Hollandais et les mettre. Pourquoi? Quand on dit intelligence artificielle, elle se base sur des données. Il faut d'abord avoir un minimum d'intelligence humaine pour l'utiliser, l'intelligence artificielle. Et pour ça, il faut avoir des données. Les données, c'est qui? C'est vous qui les produisez. Donc, quand on a des patients Diana qu'on sait, qu'on connaît la napate Diana, qu'on connaît la taille Diana, le poids Diana, c'est pas celui des Polonais ni des Hollandais. Donc, il va falloir travailler. Et ça, il faut qu'il y ait une véritable agence de restructuration pour avoir des données, c'est ce qu'on appelle les big data. Et quand on a les données, on est capable de produire de l'information. Et l'information ne peut être que bénéfique pour les patients et pour le système de soins en général. Et quand je vous le disais tout à l'heure, impossible de faire une nouvelle vision politique si on ne fait pas un dossier patient informatisé, c'est-à-dire qu'il y aura zéro papier, que le patient, on sait exactement ce qu'il a. Quand un avis est donné, c'est le médecin qui demande l'avis au patient et c'est le patient qui donne l'aval. Le dossier appartient au patient et il n'appartient ni au médecin, ni à l'agence de télécommunication ou je ne sais quoi. Le dossier reste dans le domaine médical pur et dur. Donc c'est important. Un, ça nous permet d'abord de savoir, et deuxièmement, on saura que probablement, je vous donne un exemple très simple, on est en train d'adapter une politique nationale. Sauf que vous êtes bien situé pour savoir que cela, parmi les régions, vous pouvez dire que vous n'avez même pas la même pathologie. Et si je vous parle de Khribga, de Ben Slimane ou la Ouarzazate, c'est une autre pathologie. Et donc il va falloir adapter les besoins et l'approche aux pathologies locales. Et il n'est plus possible d'avoir une politique nationale appliquée Mtanjal Gouira, c'est juste pas possible. On sait que même dans le même immeuble, chacun a sa maladie. Donc on ne peut pas, surtout pas, appliquer la même chose. Donc il va falloir intégrer le digital pour avoir les bases de données, mais aussi pour qu'il y ait un transfert et une diffusion de l'information. Diapo, s'il vous plaît. Et puis, une agence de produits de santé, on en a parlé. Et surtout, on a vu que pendant le Covid, on était tous heureux de voir que les nationaux sont en Europe, aux États-Unis, qui font le bonheur de la médecine. Il va falloir aussi les intégrer dans cette vision et que, enfin, la réussite de notre politique de santé doit passer automatiquement par une refonte et pas une réforme. Et plutôt que de plaider pour une augmentation de budget, c'est pas la voiture qui gagne, c'est toujours le couple voiture et chauffeur, c'est McLaren, Schumacher, et c'est pas. Il va falloir intégrer le capital humain et investir dans les hommes et les femmes de ce pays-là. Diapo. Voilà, donc ça c'est la politique générale, donc il va falloir fragmenter la santé actuellement avec une haute autorité qui fait que la science
une OT qui fait que la sécurité des patients et une agence de médicaments. Diapo, voilà. Puis le ministère se limitera à ces métiers qui est la régulation. Je vous remercie.